Bonjour, après la calamiteuse série de Marvel Inhumans, j'ai décidé de m'intéresser aux Inhumans dans les comics. D'abord, je regarderai la première apparition de Medusa puis des Inhumans dans les pages des Fantastic Four, et ensuite je regarderai un comics d'importance dans l'histoire des Inhumans, Inhumans volume 2, une série limitée de 12 numéros. Les Inhumans apparurent comme beaucoup de personnages à cette époque dans les pages des Fantastic Four en 1965, avec Stan Lee à l'écriture et Jack Kirby au dessin, deux légendes des comics. L'histoire commence dans les pages des Fantastic Four numéro 36 de mars 1965. Susan et Reed Richards viennent tout juste d'annoncer leur fiançailles, tandis que de leur côté, Pacespot Pete, oui, son pouvoir est un pistolet à colle, Sandman et Wizard, et lui, son pouvoir est d'être très intelligent, comme on va le voir. Des ennemis déjà rencontrés dans les pages des Fantastic Four s'évadent et décident de former un groupe. Mais évidemment, pour avoir la même thématique que leurs ennemis, il faut qu'ils soient 4 et que ce soit une femme. Wizard se souvient alors d'une femme qu'il a croisée dans une grotte et qui contrôlait ses cheveux, Medusa. Ensemble, comme tout bon vilain qui se respecte, ils décident de coller à la thématique de leurs ennemis en se faisant appeler les Frightful Four. Ils attaquent donc leurs ennemis et réussissent à les surpasser dans un premier temps, mais Johnny Storm, le frère de Susan, était ailleurs lors de l'attaque et vient donc secourir ses alliés. Pour s'enfuir, les Frightful Four font exploser leur vaisseau et disparaissent. Dans le numéro 40 de la même série donc, suite à divers événements, Ben s'est retrouvé sous sa forme humaine, mais pour vaincre Dr Doom, Reed dut le retransformer en The Thing. Disons que Ben le prit assez mal, et on peut le comprendre. Du coup, il quitte le groupe. Et c'est à ce moment-là que le groupe des Frightful Four revient et profite de l'occasion pour le capturer. C'est alors Medusa qui a l'idée de se servir de lui. En effet, Wizard a une machine qui permet d'hypnotiser les gens, parce que bien sûr, et il manipule donc l'esprit de Ben. Wizard se sert de ses muscles pour affirmer son autorité dans le groupe, Medusa ayant de meilleures idées que lui, et il faut dire que ce n'est pas très difficile. Finalement, les Fantastic Four qui sont partis à sa recherche retrouvent Ben, mais étant manipulés, Ben les attaque, et les Fantastic Four se retrouvent complètement écrasés. Medusa protège à nouveau The Thing que les autres veulent à nouveau éliminer, puisqu'elle estime qu'il pourrait à nouveau être utile. Mais toujours, Wizard n'aime pas l'idée qu'elle prenne le contrôle avec ses idées. Les Frightful Four poussent Ben à tuer ses compagnons, mais heureusement ils parviennent à se libérer, mais sont immédiatement vaincus. Seuls Sue et Reed réussissent à s'échapper, Reed étant piégé dans une jarre. À nouveau sur les conseils de Medusa, les Frightful Four décident d'hypnotiser Johnny. Ils auraient d'ailleurs peut-être pu commencer par ça et prendre le contrôle total des Fantastic Four, mais bon. Sue et Reed parviennent à capturer Ben, et tandis que Reed essaie de libérer du contrôle de Wizard, ce dernier se rend compte que sa machine a été trafiquée, et que Johnny est en réalité complètement libre de ses actes. Le groupe criminel décide d'à nouveau attaquer le Baxter Building, mais est finalement vaincu par les Fantastic Four réunis. Et le seul qui parvient à s'enfuir est Medusa. On la retrouve très rapidement dans le numéro 44 de novembre 65. Suite à une petite dispute familiale, Johnny prend la route. Mais il subit un léger tremblement de terre et soudain, Medusa arrive juste derrière lui et le menace pour s'enfuir. Elle dit être poursuivie par un certain Gorgon. Johnny essaie d'en apprendre plus, mais face au refus de Medusa, il l'attaque et est vaincu. Gorgon retrouve Medusa mais ne parvient pas à la capturer à cause de Dragonman. Dragonman avait été rencontré à un numéro précédent et s'était pris d'affection pour Susan qui l'avait bien traité. Ce dernier confond Medusa pour Sue et décide de l'aider. Il l'emmène donc au Baxter Building, le QG des Fantastic Four, mais Gorgon arrive et dit devoir ramener Medusa d'où elle vient. Sa puissance est terrifiante et sous sa menace, Medusa pense que le groupe va la livrer. Dans le chaos qui suit, Dragonman s'empare de Sue et Gorgon en profite pour capturer Medusa. Sue rassure Dragonman à l'intelligence d'un enfant et il la ramène. Johnny se promène, car la situation n'est vraiment pas critique, ce n'est pas comme si Gorgon avait ravagé la ville au numéro précédent. Il rencontre une superbe femme, mais en l'approchant une rafale de vent le met à terre. Comme tout bon stalker, il la cherche à nouveau et face à ses pouvoirs, il montre les siens. Celle-ci il prend pour l'un d'entre eux. Mais qui sont-ils? Johnny décide de jouer son jeu, et cette fille, Crystal, l'emmène donc voir sa famille qui se cache des humains. Il se retrouve alors face à Karnak, Triton, mais surtout Medusa et Gorgon. Il pense immédiatement que ces Inhumans sont maléfiques, tout comme Medusa. Il parvient à prévenir les Fantastic Four, qui partent donc à la recherche de ces Inhumans. Alors que le combat évolue, apparaît leur chef, Black Bolt. Les Inhumans craignent The Seeker. The Seeker, en français donc, le chercheur. Parce qu'il les cherche. Je vais continuer à dire le Seeker. Il s'est introduit dans le Baxter Building pour capturer Dragonman, qu'il croit être un Inhuman. Élément scénaristique qui permet de rattacher les Fantastic Four à l'histoire, puisque The Seeker n'a strictement aucune raison de croire que Dragonman est un Inhuman.
Triton ayant disparu, les Inhumans fuient grâce à Lockjaw pensant que le Seeker l'a capturé. Seeker est un Inhuman qui veut tous les ramener au Great Refuge, le grand refuge. Les Inhumans ont évolué à côté des humains manipulant leur propre génome, mais ont été chassés et se sont cachés dans le grand refuge. Dragonman se libère et provoque le chaos, ce qui semble être sa seule raison scénaristique d'exister. Dans ce chaos, Triton tombe hors de sa cuve d'eau dont il a besoin pour survivre et les Fantastic Four le sauvent. Reed décide de ne pas affronter le Seeker mais place un tracker sur son vaisseau afin de trouver ce grand refuge. De son côté, Black Bolt a devancé le Seeker et est retourné au grand refuge pour trouver Triton, mais y règne son frère Maximus, usurpateur de la couronne. Celui-ci envoie ses Alpha Primitives pour gagner le temps de cacher son arme ultime, le Atmogun. Il joue ensuite les hôtes accueillants et exige un mariage de Medusa, sachant pertinemment que Black Bolt est son amant. Ce dernier s'énerve un petit peu et reprend sa couronne de force, laissant en suspens la question de pourquoi il avait laissé Maximus faire. À ce moment-là, les Fantastic Four débarquent au grand refuge, mais Black Bolt les renvoie, ne voulant pas avoir affaire au monde extérieur, tandis que Reed essaie d'entamer des relations amicales. C'est alors que Maximus utilise son Atmogun pour anéantir l'humanité et dominer les Inhumans. Parce que... Of course! Dans son esprit, tuer les humains fera plaisir aux Inhumans qui les craignent. L'arme ne tuant pas les humains, cela prouve qu'humains et Inhumans ne sont pas si différents que cela, et que la menace n'est pas forcément celui qu'on pense. Son arme devait créer une vibration sur la planète qui tuait les humains. Parce que... Science, je crois. Il inverse alors la polarité de son arme, et elle piège le grand refuge dans une négative zone. De ce fait, les Inhumans sont complètement isolés du reste du monde. Seul Crystal, que Johnny a pris avec lui, a pu sortir. Parce qu'évidemment, Johnny en est tombé amoureux après ces 2 interactions. Quelle romance! Je laisse ce numéro qui introduit l'arc en 3 parties de Galactus, que je vous conseille très fortement de lire si ce n'est pas déjà fait. On retrouve quelques marques des comics années 60, avec notamment la science qui fait beaucoup de ta gueule c'est scientifique. De plus, les Fantastic Four sont en réalité totalement superflus dans leurs propres histoires, puisqu'ils servent de point d'entrée pour découvrir le monde des Inhumans. En effet, si vous retirez les Fantastic Four de ces histoires, il se passe exactement la même chose. Parlons maintenant d'Inhumans volume 2, une série limitée de 12 numéros publiés entre novembre 1998 et octobre 1999 sous le label Marvel Knights, un label destiné à un public un peu plus mature que d'habitude, sans pour autant tomber dans des thèmes trop sombres ou trop matures. Nous retrouvons Paul Jenkins à l'écriture et Jay Lee au dessin. Ils vont complètement modifier la culture Inhumans et définir encore aujourd'hui de nombreuses caractéristiques de leur société. L'histoire commence avec Attilan, ayant pris place sur les ruines d'Atlantis ramenées à la surface. Namor, prince aquatique d'Atlantis, a interdit aux humains de fouler ces terres et n'est pas particulièrement heureux de la présence des Inhumans. Attilan est cette fois dirigé par le roi Black Bolt et sa reine Medusa. Son frère, Maximus le Fou, est incarcéré pour son petit coup d'état de la dernière fois. Nous suivons un jeune groupe d'Inhumans qui s'apprête à subir son Terra Genesis, rituel durant lequel les Inhumans passent à l'âge adulte et développent leur pouvoir en subissant des modifications génétiques. Pour s'amuser, ils s'introduisent dans les prisons afin de rire du fou. Mais Maximus sait qu'ils sont là et discute seul à seul avec l'un d'entre eux, Woz. Le groupe subit donc sa Terra Genesis, mais 2 accidents surviennent. La mutation de Calicia ne fait qu'allonger ses mains, semblant donc être une mutation inutile, et elle est rejetée par ses propres amis. Mais pire encore, Woz devient un alpha primitive. On les avait vus brièvement, mais ces êtres sont des créations génétiques du passé honteux d'Attilan. Ils furent créés pour travailler dans la machinerie d'Attilan et être des ouvriers dociles, car programmés génétiquement à cette tâche. Maximus les avait manipulés en leur offrant leur liberté dans son premier coup d'état, et Black Bolt avait fini par leur concéder cette liberté. Malheureusement, leur génétique même les empêche d'être libres de cette machinerie, et ils continuent à vivre à l'écart des autres Inhumans dans les sous-sols d'Attilan. Cette transformation, vue comme une régression génétique, jette le doute dans les esprits de tous, la société inhumane étant bâtie sur la génocratie. En réalité, Woz est sous l'influence de Maximus, responsable de sa transformation. Il utilise Woz car il a un pouvoir de téléportation qui lui permet d'utiliser toutes les surfaces réfléchissantes pour voyager. Maximus manipule également des mercenaires à l'extérieur d'Attilan pour abattre la ville et récupérer son trône. Il va jusqu'à enlever Medusa qu'il désire toujours avec autant d'ardeur. Black Bolt ne réagit à rien alors que son peuple est menacé et que sa diplomatie échoue complètement, les associés de Maximus utilisant la bureaucratie pour empêcher tout dialogue. Même ses proches le remettent en question, et Gorgon, le plus véhément, veut même combattre Black Bolt. Black Bolt, qui craint une escalade du conflit planétaire, révèle finalement son plan à sa famille. Il a manipulé Maximus depuis le début, mais également une grande partie de ses proches. Son plan n'était en réalité connu que de Karnak et de Medusa. Ce dernier était de faire croire à la destruction d'Attilan.
Il y a en effet une faille sismique qui était responsable de la première immersion d'Atlantis, et ils l'ont découverte. Gorgon utilise alors ses pouvoirs pour frapper cette faille, ce qui donne l'impression qu'un tir raté de leurs assaillants en est responsable. Lockjaw, qui a été connecté à la machinerie d'Attilan, téléporte toute la cité dans les montagnes isolées, faisant ainsi croire que la cité a été détruite et engloutie par les flots. Disons-le, cette série n'est pas à lire pour son histoire qui se déroule assez laborieusement. L'intérêt principal et réussi est de nous présenter les Inhumans, les personnages et leur civilisation. On a plusieurs points de vue différents, bien que parfois éphémères, qui jouent sur la diversité tant aimée des Inhumans. Au final, 2 thèmes s'imposent. Le premier est pour Black Bolt ce que cela fait d'être tout puissant, d'être au sommet et de n'avoir personne à qui se confier. Même son mutisme, dû à ses pouvoirs, puisque quand il parle, cela crée des ondes de choc dévastatrices, est un symbole de sa royauté. Il est seul au sommet et personne ne peut partager ni son fardeau, ni sa responsabilité. Au final, il est le seul et dernier responsable. Dès le début, on le voit voler au-dessus d'Attilan et le texte nous dit que ses pouvoirs le rendent divin parmi les Inhumans. Dans le comics, ils évoquent la question de Churchill. Petit point histoire, le code Enigma des Allemands avait été décodé, mais pour gagner la guerre, il fallait le cacher et donc ne pas empêcher certaines attaques connues de l'Axe au prix de vies civiles. De la même manière, Black Bolt a menti à sa propre famille, à sa propre nation et même au monde tout entier. Il demande à Medusa d'être capturée et de se laisser couper les cheveux pour le bien du plan. Ce qui prouve l'amour et la loyauté de sa femme d'ailleurs, puisque Medusa doit accepter, ses cheveux étant presque indestructibles si elle le souhaite. Mais au final, lui-même n'est pas sûr de ses décisions, et s'il pouvait parler, il ne saurait pas quoi dire. Même s'il pense qu'elles sont bonnes, il ne saurait justifier ses décisions, et les conséquences de celles-ci. On voit cependant qu'il tient réellement à son peuple car il s'inquiète du sort des Alpha Primitives, qui sont pourtant mis à l'écart du peuple inhumain, et tente malgré tout la diplomatie pour éviter la guerre avec les humains. Sa relation avec Maximus est aussi très bien traitée, il y a un jeu psychologique entre eux et cette fois-ci, c'est Black Bolt qui manipule Maximus. Et on voit clairement la folie de Maximus. Tout comme on voit Black Bolt qui ne peut se résoudre à le tuer car malgré tout, il est son frère. Le second thème est évident, c'est l'acceptation des différences, qui n'est pas si évident que ça, même dans la société Inhumans qui pourtant se targue que l'égalité provient de la diversité. Le thème de l'acceptation se décline de diverses façons. On voit la population humaine qui réagit de toutes les manières possibles face aux Inhumans. De l'autre côté, on voit la réaction des Inhumans face aux mutations qui se produisent. Les Alpha Primitives, tout en questionnant le passé des Inhumans, dans leur recherche de perfection génétique, posent des questions quant à leur appartenance à la société inhumane. Ils sont indispensables, mais on préfère les voir cachés et ne pas en parler. Woz, devenant un Alpha Primitive, est considéré par certains comme une honte sur sa famille. L'intolérance est aussi visible à travers Calicia, qui est rejeté par ses amis quand ses pouvoirs semblent inutiles, mais lorsqu'ils s'avèrent être des pouvoirs de soin, il tente de reprendre contact avec elle, et elle les rejette en employant leurs propres mots contre eux. Cette intolérance est peut-être le plus flamboyant à travers Rexel Toyven. C'est un Inhuman qui a été rejeté par sa famille à cause de sa mutation, mais pour l'honneur de sa famille, il va se battre contre les humains et se sacrifie pour sauver d'autres Inhumans. À la toute fin, une statue est d'ailleurs construite à son image, et ses parents le pleurent. Je noterai également un très bon numéro, qui marque cependant une petite pause dans le récit, qui le rend encore plus lourd qu'il ne devrait l'être. C'est le numéro consacré à Triton. Il se rappelle de sa première rencontre avec les humains qui a eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle est assez ambivalente car il rencontre un navire attaqué par un sous-marin allemand et assiste donc à la brutalité humaine de l'homme contre l'homme, mais il rencontre aussi un grand-père qui lui demande de sauver son petit-fils aux dépens de sa propre vie. Il voit donc aussi l'altruisme dont l'homme est capable. Dans la même journée où il a rencontré pour la première fois l'être humain, il a vu ce qu'il avait de pire et de meilleur en lui. En conclusion, cette série est un très bon point d'entrée dans l'univers des Inhumans, autant les personnages que leur culture. Malgré une histoire extrêmement laborieuse, à mon avis à cause d'un mauvais rythme, essentiellement. Si les Inhumans vous ont intrigué, je vous invite à lire des comics. Si d'autres personnages vous ont intrigué, je vous invite à lire des comics. Et sur ce, je vous dis au revoir.